T'as remboursé ton école avec la création de contenu? Ouais, j'ai pas de dette. Ah, ça c'est beau ça. Après, je suis parti en échange à Madrid sur septembre suivant. En janvier suivant, je suis parti en stage de 6 mois. J'ai un petit peu suivi la trend de tout le monde. J'allais faire quelque chose de type conseil, finance, dans ce style. J'ai fait consultant en finance, stratégie chez KPMG. Et sur les cours à Madrid, c'était des cours, honnêtement, j'ai même plus trop en tête. Mais T'étais pas là-bas pour les cours quoi. ouais, bah c'est vrai, quand tu pars en échange, surtout dans des villes qui sont un peu comme ça, tu fais plus attention à la vie extrascolaire que scolaire. En fait, j'étais monté très vite sur les réseaux sous le nom de Raph the Finance Guy, sur TikTok, puis Insta, puis LinkedIn, puis YouTube. En fait, tout s'est enchaîné et tout ça a fait que j'ai créé une boîte en rapport avec ça pendant mon stage chez KPMG, pendant ma césure, puis pendant le M2. Et en fait, tout s'est enchaîné à partir de mon premier stage chez Multiplacement, le fait de payer 15 000 € d'école, d'avoir du temps libre. Et en fait, ok, bon, j'étais dans une startup méga cool. Mais comment est-ce que moi aussi je peux faire en sorte de créer quelque chose de similaire dans un univers très proche? Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Plein Grandes Écoles. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Jeune Deep où je suis accompagné de Raphaël Guilhem, anciennement connu sous le pseudo de Raph the Finance Guy. On va revenir sur sa jeune carrière, de la finance jusqu'à l'entrepreneuriat et aujourd'hui dans le secteur de la tech et de l'IA. Salut Raph, comment tu vas ? Salut Dorian, ça va très bien et toi? Ça va, parfaitement. Écoute, là, je t'ai préparé pas mal de questions. Ça va être hyper sympa. On les a segmentées en différentes parties. Dans un premier temps, revenir un petit peu sur ton parcours, ta carrière, justement jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as pu faire, parce que tu as fait pas mal de choses quand même, et bravo pour ça. Ensuite, sur l'aspect création de contenu, parce que oui, tu es créateur de contenu, tu as fait beaucoup de choses liées à ça. Ensuite, revenir sur ton aventure entrepreneuriale chez Slingshot, mais aussi en tant que VC, analyste chez Braquage. Et enfin, finir sur l'IA, la tech et un petit peu les next steps pour toi. Ça va ? Allez, c'est parti. Magnifique. Ben, Raph, si on peut commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, d'où tu viens, un petit peu quelle était ton enfance jusqu'à présent ? Ouais. Eh bien, j'ai grandi en Dordogne jusqu'à mes 22 ans. J'ai fait la fac à Limoges, licence d'économie. J'ai découvert le mieux des grandes écoles en janvier 2022, lorsque j'étais en troisième année de L3. Et c'est comme ça que j'ai fini à Audencia. Mais je ne connaissais pas en fait toutes les histoires un peu de classement, tout ce qui en suivait. Donc j'ai rejoint Audencia en septembre 2022, sur lequel j'ai suivi le Master 1 Finance. J'ai fait ma césure ensuite de 1 an et j'ai fait le M2 Stratégie. Et donc j'ai fait un peu économie, finance, stratégie pendant les études. Et j'ai fini dans rien de tout ça, puisque j'ai fini en CDI actuellement. Alors je ne suis pas encore diplômé, mais dans l'IA et le marketing. Magnifique, félicitations pour ça. Et c'est assez intéressant. Et Jeune Deep, justement, c'est ça, c'est des trajectoires d'étudiants qui sont en fin d'études, qui sont jeunes diplômés, justement, pour pouvoir justement vous projeter lorsqu'on est en fin d'études ou en début de carrière, à quoi on peut aspirer par la suite. Magnifique. Au lycée, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire, notamment t'orienter en fac ou pas nécessairement ? Non, pas du tout. J'étais en ES. Donc à ce moment-là, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais plus faire ce qui était armée ou police à ce moment-là. Moment un petit peu forcé au final d'aller à la fac sur ça. Donc j'ai fini à la fac sans trop savoir où est-ce que j'allais parce que j'avais de bonnes notes au lycée en maths et économie. Donc j'ai fait une licence d'économie classique. Et après tout s'est goupillé petit à petit. Mais à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Non. Donc, hyper Et c'est intéressant. pour ça que je pense c'est très cool de prendre quelque chose d'assez généraliste au début et pas s'enfermer dès la première année de fac ou post-bac dans quelque chose de niche. Logique d'entonnoir, prendre large au début et après on spécialise progressivement avec le temps, hyper intéressant. Justement, donc tu fais la fac de Limoges, l'université de Limoges. En L3, tu as ce déclic prestigieuse, magnifique, hein, qui est classé au Financial Times. Non, blague à part. À quel moment tu as eu ce déclic pour passer les concours ASC ? Tu disais c'est en janvier que tu as commencé un petit peu à t'intéresser. À quel moment tu connais les écoles ? Tu commences à t'intéresser aux concours, au TAJMAJ, TOEIC, etc. Ouais, c'était très loin. Je pensais que c'était que réservé aux prépas. C'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui, les AST. Donc pour moi, il n'y avait que prépa, grande école de commerce. Et sinon, fac et fac en master, enfin licence et master.
Et c'est à ce moment-là, en commençant à me renseigner sur les masters, donc j'avais postulé sur tout ce qu'on pouvait faire à l'université. Euh, et par hasard, j'étais tombé sur YouTube, je crois, sur des vidéos sur les ASC. Je m'étais très vite renseigné et j'ai vu, en fait, j'avais 2-3 potes qui avaient fait ça sans que moi-même je le sache. Et c'est comme ça que j'avais découvert et j'ai tout postulé très vite sans savoir qu'en fait, il fallait gérer Taj-Mahal, TOEIC, les examens à la fac, les candidatures qui prennent 12 ans à faire. Donc tout s'est goupillé en janvier pour les candidatures, je crois que c'était en mars, la fin. Donc aujourd'hui, en fait, si tu arrives en L3 ou même L2, tu es déjà préparé à ça, tu as le temps de tout préparer et justement de faire ça sur le tas. Et pas au dernier moment. Ouais, Mais c'était vraiment du anticiper. pur hasard, quoi, en scrollant sur YouTube. Bah, c'est fou. Ton avenir s'est construit comme ça. Enfin, c'est assez fou. Et à chaque fois, il y a des coïncidences un petit peu du type. Et justement, à l'issue des concours, pourquoi tu t'es dit, je vais rejoindre Audencia plus qu'un master à la fac ou plus qu'une autre grande école dans laquelle tu étais potentiellement admis? Parce que c'est la meilleure école à laquelle j'ai postulé. Ok. Sinon, j'aurais postulé à. Même, toi, les histoires de classement, c'était très loin de moi. Euh, j'aurais dû postuler à EDEC quand même, mais je pense, au vu de mon dossier, que j'avais entre la fac de provenance, Taj-Mahal, qui n'était pas non plus énorme, TOEIC non plus, toi, j'ai genre 900. Euh, C'était un dossier mid, il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc, je pense que ce top 6, 7, c'est le max que j'aurais pu avoir. Mais sinon, clairement, j'aurais postulé à mieux si j'avais pu, si j'avais su. Et Audencia, du coup, quand j'ai regardé, quand je me suis un petit peu renseigné sur les classements, à ce moment-là, c'était le mieux que j'avais. Oh, très très bonne école et solide, bravo pour ça. Et après, donc justement, tu rejoins Audencia, tu nous as segmenté un petit peu, donc M1, Césure, M2, donc tu as fait 3 ans au sein Mm. d'Audencia. Comment tu as structuré ton parcours? Est-ce que tu t'es engagé dans la vie associative? Tu as également fait un échange à Madrid. Enfin, si tu peux revenir un petit peu justement sur la structure de ton parcours à Audencia. Mm. Ouais. Du coup, j'ai été diplômé de licence d'économie. Donc, la suite logique, c'est un peu plus les parcours type finance euh, qui suivent en master. Donc, moi, c'est l'aspect que j'ai pris dès le M1. Donc, M1, je l'ai fait à Nantes sur le campus. Maintenant, j'ai vu que tu peux le faire à Paris d'ailleurs. C'est ça. J'ai vu ta vidéo Ah, ouais, sur ça. magnifique. C'est comme ça que j'ai vu. Et donc, moi, j'ai suivi le premier semestre à Nantes. Deuxième semestre, en janvier, je suis directement parti en échange à Madrid. D'ailleurs, super ville que je recommande à tout le monde. Avec un super club de Franchement, foot. pas trop, moins bien qu'un autre. Mais voilà, donc ça a été les 2 premiers semestres. Et à Madrid, j'ai aussi suivi le parcours finance. Et après, et non, mince, je dis n'importe quoi. En fait, tu décomposes ton année de césure en deux. Donc, Ok. moi, au lieu de faire 2 fois 6 mois de stage, j'ai fait mon premier stage, mon échange et mon deuxième stage. Donc, ça permet de décomposer. Donc, septembre, j'arrive sur le campus de Nantes, sur le M1 Finance. En janvier, je pars en stage chez Mon Petit Placement. C'est une fintech à Lyon. Et j'ai trouvé un petit peu par hasard, j'ai galéré parce que j'avais pas trop d'expérience. Je me suis retrouvé en fait en sales dans une fintech. Pour moi, c'était plus un parcours type finance. En fait, il s'avère que c'était totalement lié à la tech. Et donc, à ce moment-là, j'ai vécu une levée de fonds de 6 millions, 5, dans cette boîte-là. Et je me suis formé à comment est-ce que tu vends une boîte et un produit dans l'univers de la tech, sans savoir qu'en fait, ça allait me mener vers la suite où je suis aujourd'hui. Après, je suis parti en échange à Madrid sur septembre suivant. En janvier suivant, je suis parti en stage de 6 mois. J'ai un petit peu suivi la traîne de tout le monde. J'allais faire quelque chose de type conseil, finance, dans ce style. J'ai fait consultant en finance, stratégie chez KPMG. Ça, j'avais trouvé très facilement via une asso de l'EDEC qui s'appelle 5e 7 qui organise ça. Enfin, M2 Finance, j'ai monté une boîte pendant ma césure qui s'appelle Slingshot, qui était une sorte de Glassdoor français, qui a très vite grossi en termes de users, qui était pas le mainstream dans les écoles sur comment est-ce que tu découvres tes salaires. Donc là, c'était un deuxième pas un peu dans l'entrepreneuriat, tech plutôt. Et j'ai fait mon stage de fin d'études en VC levée de fonds chez Braquage, en analyse, plus aussi côté sales. Et enfin, j'ai fini en CDI chez Pléthore, une boîte d'IA où on fait des agents IA pour les équipes marketing. Magnifique. Donc, C'était un peu déstructuré là tout ce que j'ai dit, mais en on fait va c'est le long à structurer. expliquer, mais c'est 3 ans là qui sont compressés en
1 voire 3 minutes. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais justement, t'as pas fait d'association pendant tes années à Audencia. Pourquoi ce choix? Parce que je suis arrivé sur le campus et tu fais que 4 mois. Donc, et après, tu pars en stage ou en échange. Donc, en 4 mois, quand tu as acheté, ça sert à rien d'intégrer quoi que ce soit. Enfin, t'as pas trop le temps, tu peux pas t'impliquer. Et en vrai, personne te veut pour 4 mois. Ok, non, mais ça, c'est assez, Mais, assez mais logique. je tiens à préciser qu'il y a des parcours qui te font rester 1 an sur le campus et non comme moi 4 mois. Donc là, forcément, tu peux rentrer dans des assos. Ok, c'est pas parce que t'es AST que Ouais, nécessairement exactement. Ça tu dépend peux juste pas. de ton parcours, de l'option que tu prends. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc, on va revenir sur ton expérience. Mon petit placement, quelles sont les différentes missions que tu as pu avoir chez MPP, justement, dans cet univers tech et comment tu as vécu cette levée de fonds en série A, me semble-t-il, à 6,5 Hmm. millions. Ouais. C'était ma toute première expérience. Donc, à part des jobs étudiants, j'ai fait des dizaines de jobs étudiants. Donc, j'avais aucune expérience entre mes corpos. Donc, je me suis retrouvé en sales chez mon petit placement. Un petit peu un job qui devient la mode en ce moment en école. Pour tous ceux qui veulent rentrer dans la tech, parce que c'est le plus accessible. Et ça a été ma première expérience. Donc, grosso modo, c'est ok, on dépense 80 000 euros par mois en marketing, parce qu'ils avaient déjà levé des fonds, il y avait du budget sur ça. Et on reçoit des milliers de leads qui peuvent potentiellement devenir des clients. Il faut les convertir. Et donc, moi, ce que je vendais à ce moment-là, c'était des fonds d'investissement du type JP Morgan, Rothschild, euh, tous les gros fonds qu'on connaît qui ne sont pas accessibles au petit public. Donc, ceux qui ont à partir de 300 euros. Parce que sinon, c'est qu'à partir de 150 000, enfin, plusieurs millions d'euros que tu as accès à ces fonds. Donc, moi, je leur vendais le prestige d'avoir ça à 300 euros. Hyper intéressant. Mais ça t'avait vraiment plu comme mission? Ouais, en fait, moi j'ai kiffé parce que c'était ma toute première expérience. C'est un peu start-up, l'équipe était jeune, était très cool, les stagiaires aussi. C'était ma première expérience. J'ai pas mal appris sur comment est-ce que tu arrives à mieux vendre un produit, comment est-ce que tu débunkes les objections, comment est-ce que tu suis un processus commercial de A à Z. Et au final, peu importe l'expérience, tu feras savoir te vendre en entretien. Chose que j'ai très mal fait lors de mon introduction sur mon parcours, mais tu vois, savoir te vendre en entretien. Si tu montes une boîte, savoir vendre ton produit. Si tu rencontres quelqu'un dans la vie, en fait, c'est tout de la vente. Et moi, j'ai un petit peu appris ça à ce moment-là. Hyper intéressant. Après, donc, tu pars à Madrid pour un échange justement où tu te spécialises aussi en finance sur les cours que tu vas prendre là-bas. Tu peux nous raconter un petit peu cette expérience madrilène? Ouais, sur Madrid, donc échange classique. Déjà, tu choisis tes cours. Donc, tu prends en fonction du nombre de crédits, tu as 5 cours normalement à prendre. Tu choisis tes horaires, quand est-ce que tu les prends. Donc, si tu es malin, tu compresses tout ça sur 3 jours. Comme ça, en fait, tu as 2 jours de libre dans la semaine. Donc, ça, c'était un petit peu le cheat code qui se dit en interne. Et ça, c'était plutôt la belle vie, entre guillemets, à côté. Mais côté cours, en fait, tu choisis que des cours qui sont dans ta spé. Donc, moi, c'est finance. Et sur les cours à Madrid, c'était du cours, honnêtement, j'ai même plus trop en tête. Mais T'étais pas là-bas pour les cours, quoi. ouais, bah c'est vrai, quand tu pars en échange, surtout dans des villes qui sont un peu comme ça, tu fais plus attention à la vie extrascolaire que scolaire, mais euh, en vrai, c'est plutôt simple. Et les cours étaient en anglais ou en espagnol? T'as le choix. Moi, pour me faciliter la vie, j'ai pris en anglais. J'ai tout fait pour me faciliter la vie en échange. Sachant que j'avais déjà fait un échange à Rome en L2, donc je connaissais un petit peu comment ça se passait. Et tu comprends très vite que en fait, tu es plus là pour la vie que pour les cours. Donc, Sa vie, hein. Sa vie, ouais. sa vie. Magnifique. Après, donc, tu vas chez KPMG. La première question que j'ai à te poser, c'est comment s'est passée la transition pour toi d'une start-up à une big entreprise comme KPMG? Ouais. Euh, Là, encore une fois, du coup, c'était un deuxième step où c'était du coup beaucoup plus corpo. Et je pense que c'est très bien que j'ai testé parce que, au moins je sais ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et j'ai un peu tout testé entre startup chez mon petit placement qui croît assez vite. Ça, très corpo. Après, en VC, levée de fonds. Et là, en startup et en entrepreneuriat. Enfin, du coup, j'ai tout testé. Et KPMG, en fait, c'était vraiment comme on imagine. Tu vas à la défense. Quand tu es stagiaire, tu fais beaucoup de slides ou de l'Excel quand tu fais de l'audit. Moi, j'étais en conseil sur ça. Et moi, mon expérience, c'était consultant en finance, stratégie, performance banque. Donc, grosso modo, tu as des banques qui sont les clients de KPMG ou de n'importe quel cabinet. Et
bon, c'est les partenaires ou les comment on dit, les managers qui gèrent les projets. Donc toi, tu es plus là à faire des slides euh, et rendre les meilleurs projets possibles pour les banques. Ok, intéressant. C'était un peu plus corpo, mais j'ai appris de bonnes choses. Ça te permet d'être un peu plus structuré dans ton job quand même au quotidien et tu essayes de le transvaser sur tes futures expériences, même si ça n'a aucun rapport avec ce que tu vas faire. Et globalement, ça se passe comment une journée type chez KPMG en termes d'horaire, de mission? Fun fact, moi je montais ma boîte, du coup Slingshot, pendant cette expérience-là. Donc en vrai, j'ai eu une expérience très cool parce que déjà mes managers étaient cool et j'avais pas non plus énormément de taf. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser dans certaines boîtes, enfin peu importe les boîtes de conseil ou audit, même les boîtes un peu plus prestigieuses, McKinsey ou quoi, moi je suis relativement cool en termes d'horaire. C'est cool. Donc, tu vois, j'arrive à 9h30 et je repartais le soir à 18-19h. Donc, très cool sur ça. J'avais pas mal de potes également d'école qui étaient avec moi. Donc, une journée type, t'arrives, tu fais ton taf, mais grosso modo, c'est vraiment des slides. Hein. Pendant 6 mois, j'ai fait ça. Tu as différents projets, mais moi, j'ai bossé sur des projets performance des banques. Donc, grosso modo, tu lis les états financiers et enfin, c'est pas nous qui le faisons, mais tes managers, ils disent aux banques, bah, tu dois améliorer ça ou ça. Tu as un point régularité, enfin compliance. Moi, j'ai détesté ça. Tu as un point qui était gestion des risques. Enfin, c'est du risque de crédit, en gros. Et dernière étape, moi, j'ai commencé un petit peu à bosser sur des projets IA au sein des banques, chose qui n'a toujours pas été implémentée parce que les banques sont très frileuses sur ça. Donc voilà, ça, c'est les 4 gros projets sur lesquels j'ai bossé pendant 6 mois en termes de un peu insight. Mais sur ces 4 projets, le point commun, c'est faire des slides et un petit peu d'Excel. Et parallèlement à ça, donc tu développes ta boîte, mais aussi ton personal branding avec justement, j'ai envie de dire l'ascension de Raph de Finance Guy. D'où t'es venue l'idée de justement créer du contenu relatif à la finance? Ouais, bah en fait le contenu c'est même arrivé avant KPMG, c'était pendant mon échange à Madrid. Je suis arrivé sur le premier jour en échange à Madrid. Tu viens de payer 15 000 euros d'école. Tu vis la vie en échange. Tu as 5 jours par semaine de libre. Tu as 4 jours par semaine de libre sur 7. Et là, je suis en mode, ok, il faut absolument rembourser l'école, vivre un minimum convenablement. C'est quoi qui coûte le moins cher, qui peut te rapporter le plus? Parce que, en fait, c'est la création de contenu. Et là, en fait, il est venu le sujet, ok, de quoi je vais publier sur les réseaux. Le cheat code sur ça, c'était qu'est-ce que je peux publier à l'infini sans jamais m'épuiser. Donc, c'était vraiment ce que je faisais au quotidien. Donc, c'était mes cours de finance. Et après, en fait, ça s'avère que ça s'est un peu développé avec mon stage qui est arrivé chez KPMG, avec la boîte que j'ai montée. Et tout s'est goupillé. Mais en fait, j'étais monté très vite sur les réseaux sous le nom de Raph the Finance Guy. Sur TikTok, puis Insta, puis LinkedIn, puis YouTube. En fait, tout s'est enchaîné. Et tout ça a fait que j'ai créé une boîte en rapport avec ça pendant mon stage chez KPMG, pendant ma césure, puis pendant le M2. Et en fait, tout s'est enchaîné à partir de mon premier stage chez Multiplacement, le fait de payer 15 000 euros d'école, d'avoir du temps libre. Et en fait, ok, bon, j'étais dans une startup méga cool. Mais comment est-ce que moi aussi je peux faire en sorte de créer quelque chose de similaire dans un univers très proche? 15 000 euros parce que tu as payé uniquement ta M1 étant donné que ta M2 était en alternance et que tu n'as pas Non, fait de le pré-master. M2 ça arrive après le paiement, mais j'ai fait en initial. Ok. J'ai pas eu l'alternance. Ah, C'est pour ça. on va y revenir. Mais donc oui, 15 000 euros, c'est une année d'école, c'est pas l'intégralité de l'école, sinon ça serait pas cher. Ouais. Donc non, Mais- vas-y. Mais chill, parce que si vous commencez la création de contenu et que vous faites des abonnés, des vues, vous rembourserez nettement les frais d'école de commerce. Ah, donc Voilà. spoiler, t'as remboursé ton école avec la création de contenu? Ouais, j'ai pas de dette. Ah, ça c'est beau ça. Donc Ok, voilà. magnifique. Ça c'est intéressant. Et aussi, attends, en fait j'ai des choses Non, infinies mais à dire. vas-y. Mais c'est ça qui a permis. J'avais pas du tout prévu de prendre un CDI. Je pensais vraiment me lancer à 100% sur un projet perso. Et même, ça me paraissait impensable après ma césure, monter une boîte, de prendre un CDI. Mais en fait, le fait d'avoir zéro dette, parce que attention, le CDI, c'est la pire des choses en termes de sécurité.
C'est là justement que vous vous enfermez, qu'on s'enferme. Du coup, moi, je me suis dit, en fait, j'ai le droit de m'enfermer dans un CDI un petit peu parce que je suis chill d'un point de vue salarial en sortie d'école. J'ai pas des milliers de dettes. Par contre, si j'avais des milliers de dettes, j'aurais tout fait pour tryharder sur de l'entrepreneuriat, monter une boîte et rembourser ça le plus vite possible. C'est peut-être paradoxal par rapport à d'autres. Parce que si tu Bah, dis justement. Ouais, vas-y. Bah, vas-y. Non, j'allais dire parce qu'en fait, le fait de dire j'entreprends, en fait, c'est que tu peux te permettre finalement de prendre plus de risques parce que derrière, finalement, tu n'as pas de matelas. Alors que justement, le CDI, c'est s'assurer un matelas, un revenu récurrent, etc. C'est le pire des matelas. Pourquoi? C'est un matelas, ce que tu sais comment tu vas grossir, mais en fait, tu es emprisonné sur le fait que, ok, en fait, pendant 5 ou 6 ans, je vais devoir rembourser 300 euros par mois, enfin 3 à 700 euros par mois. Donc, automatiquement, tu vas prendre aucun risque et tu es enfermé pendant 6 ans de ta vie. Alors que si tu te dis, je finis l'école, je monte une boîte, j'arrive à faire X euros, je suis capable de rembourser ça peut-être en 6 mois, 1 an, 2 ans. Enfin, dans tous les cas, ce sera très probablement mieux que 6 ans de ta vie. Et c'est ça la prison dorée que je pense qu'il ne faut surtout pas s'enfermer. Ok, non, c'est un point de vue assez intéressant. Donc tu te lances dans la création de contenu pour revenir sur ce sujet-là. Comment tu décrirais l'angle éditorial que tu as pris? Est-ce que tu es plutôt dans une logique de pédagogie, plutôt d'humour, plutôt de storytelling? C'était quoi un petit peu la DA que tu avais? Je me suis un petit peu enfermé, j'ai fait plusieurs erreurs sur ça. Je me suis un peu enfermé sur plein de verticales parce qu'en fait, je partageais juste au début ma vie en tant qu'étudiant en école qui partage des cours de finance. Puis après, un petit peu mon stage. Puis en fait, après ma boîte. Mais c'est quoi, ça fait quoi le fait d'être entrepreneur en école, de monter une boîte sur ça? Et après, de comment est-ce qu'en fait là, j'ai basculé un peu dans le milieu un peu plus tech. Qu'en fait, ça a commencé étudiant chill en école, étudiant qui partage ses cours en finance, qui partage son stage, puis son entreprise, puis là, le milieu de la tech. Je suis un peu parti dans tout et n'importe quoi. En fait, c'est juste la trajectoire que j'ai eue pendant mes cours. Et c'est un peu pour ça que j'ai pivoté sur toute ma création de contenu. Ouais, c'est un peu ton évolution finalement qui t'a suivi, qui a grandi aussi avec toi, donc c'est intéressant. Et de manière globale, comment se passait le process créatif, c'est-à-dire plutôt comment tu procédais de l'idée jusqu'à la publication, en gros les différentes étapes. Donc tu as l'idée, tu prépares, tu fais ton tournage, tu check, tu montes, etc. Tu publies, c'était quoi ton process? Tu vois, je ferai une réponse corpo, mais là aujourd'hui, ce que je vends, c'est des agents IA pour les équipes marketing. Donc, en gros, un processus marketing, ça part de l'idéation jusqu'à la publication. Mais que ce soit une boîte corpo ou un petit créateur de contenu, c'est exactement la même chose. Et sur l'idéation, en fait, c'est quoi les 10 problèmes de ta niche les plus puissants ou peut-être les 10 questions qu'on te pose le plus souvent dans ta niche. C'est tout le temps des variations infinies. Et là, tu es capable de lister les 10 problèmes les plus récurrents. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et sur 10 problèmes, tu t'imagines des branches, tu as 10 formats possibles. Un format, tu vois, ça peut être une vidéo de 5 secondes avec un très long texte. Un deuxième format qui parle de ce problème-là. Deuxième format, ça peut être une vidéo de 1 minute où tu expliques comment le faire. Troisième format, ça peut être aussi une vidéo d'1 minute, mais pourquoi le faire? Et ça, en fait, tu le dupliques. Après, tu peux faire un très beau format de 30 secondes où tu colles plusieurs images. Enfin, ce processus-là, tu vois. Et après, pareil, tu prends tes 10 créateurs de contenu préférés, tu vois les 10 formats qui marchent le mieux et tu les associes à tes problèmes, à tes formats. Et normalement, là, tu as vraiment du contenu infini. Et moi, c'est ce que j'ai fait tout au long de mes études et aujourd'hui dans le nouveau compte que j'ai créé pour le taf. Et en fait, c'est du marketing gratuit, infini, que tu peux trouver. Ça, c'est ouais, tout ce que je dis, c'est un petit peu brouillon. Je sais pas si c'est clair, mais c'est clair ou pas? Ah non, pour moi c'est clair. Hein. Ok, mais après, toi, tu es dites-nous dedans. Ouais, mais dites-nous en commentaire si c'est clair. Sinon, il faut se remettre dedans. Vous Mm. remettez la vidéo, ça fait augmenter le watch time, donc c'est bien. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu, dites-vous, c'est un entonnoir, quoi. Non, c'est intéressant. Et justement, dans la création de contenu, il y a une question qui revient assez souvent. Est-ce qu'il mieux vaut privilégier la quantité ou la qualité des contenus qu'on va faire? Moi, je suis plus team quantité, surtout au début. Au début, il faut vraiment spammer. Et surtout, tu vois, si tu prends des apps mobiles consumer,
eux, ce qu'ils font, c'est de la quantité. Si tu prends un créateur de contenu éducation, ce qui prime beaucoup, c'est la qualité. Parce que si tu dis un peu de la merde, personne ne va te faire confiance sur ça. Mais tu as quand même le jeu de, ok, je dois publier tous les jours, voire plusieurs jours, pour tester le format qui marche. Et sur tes débuts de création, c'est là qu'il faut tester. C'est vraiment un game de quantité, surtout lorsque tu as des dizaines de compétiteurs en face de toi. C'est quoi le contenu ou les contenus qui t'ont fait passer dans une autre dimension? Moi, je me rappelle d'une vidéo de toi à plus d'1 million de vues où en fait tu te filmais avec ton parapluie devant Audencia. Ouais. J'ai elle en tête. On va mettre la vidéo d'ailleurs juste là à l'écran. Force au monteur, je vais devoir aller chercher parce que je crois qu'il est enlevé. Ah, sur merde. TikTok, tu pourras trouver. Donc outre ça, c'était quoi toi le contenu qui t'avait Bah, fait péter ce Tu moment? vois, ça c'est un très bon exemple de, ok, je surfe sur l'actualité, qui est la rentrée des étudiants, et sur, en fait, on a tous le problème. La phrase c'était, POV, c'est la rentrée, t'es en M2, alors que hier, t'étais en première année. Genre, tout le monde a ce sentiment que ça passe beaucoup trop vite les études, et que, en plus, tu surfes sur un truc d'actualité, format très court. euh, Tu vois, donc là, c'est du contenu de quantité, pas forcément de qualité. Donc, c'est pas forcément là où tu prends le plus d'abonnés. Alors que si tu fais le même format où c'est toi qui parles pendant 1 minute, tu arrives à faire 1 million de vues. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de un format où je parle qui pète et au final, tu prends 10 fois plus d'abonnés qu'une vidéo similaire qui a fait le même nombre C'est de du vues. crédit, c'est de la notoriété, enfin derrière de la confiance qui Ouais. est générée, etc. Et Ouais. pas juste une traîne en quelque sorte, quoi. Exactement. Mais pour moi, un contenu qui m'a vraiment fait exploser, je pense, c'est plus le contenu pour Slingshot. Du coup, j'ai même pas expliqué. Enfin, si, j'ai dit. Mais Slingshot, c'était c'est quoi les salaires que tu vas gagner en sortie d'école? Parce que pour moi, c'est pas du tout clair. Et j'avais un format qui était duplicable. Donc, j'avais de la quantité et de la qualité parce que les gens ne savaient pas vraiment, ok, j'ai fait telle école, tel métier, telle entreprise, j'ai exactement tel salaire. Et là, j'ai trouvé un format qui était, je mets pendant 5 secondes des fiches de salaire à l'infini. Et ça, ce format, je l'ai spammé. Et ça a fait qu'on a eu sur la plateforme plus de 50 000 users. Et pour moi, c'est ça le genre de hack qu'on doit trouver. Ok, c'est hyper intéressant. Justement, j'y viens, Slingshot. On est hyper cohérent dans le déroulé de l'interview. Donc, justement, tu cofondes avec Stéphane, justement, Slingshot. Pourquoi avez-vous voulu créer ce projet? D'où est venue l'idée? Là, tu l'as évoqué brièvement, mais de manière plus globale. Comment est né Slingshot? Ouais. Quand tu es étudiant, un petit peu, souvent, quand tu es étudiant, que tu as envie d'entreprendre, tu pars un petit peu du problème du haut, alors que, enfin, une fois que tu grandis un petit peu plus, tu comprends que quand tu commences à entreprendre, il faut prendre quelque chose de hyper niche et un problème hyper profond. Nous, en fait, comme tous les projets étudiants, en fait, c'est souvent lié à l'éducation, si on remarque. Et nous, on a fait, par le problème du haut, c'est quoi notre plus gros souci un petit peu dans l'éducation? Quelle est une boîte qui explose aux US et qui n'existe pas en France aujourd'hui? Donc nous, la boîte concurrente, alors, pour le branding, on disait Glassdoor parce que c'est le plus connu, mais il y a une boîte aux US qui s'appelle levels.fyi, qui veut dire for your information, qui est exactement Slingshot. Et sauf qu'ils ont 1 million de users dans la tech aux US, ils cartonnent. C'est ok, je fais telle entreprise, tel job, je suis tel rang, donc telle seniorité, j'ai fait telle école, je gagne ce salaire. Et là, on a vu que ça existait aux US, ça cartonnait. En fait, on l'a juste dupliqué en France avec un autre branding, adapté au marché français. La deuxième erreur, ce type de boîte, pour moi, il faut le lancer directement en anglais, parce que surtout que tu n'as pas un processus de monétisation hyper clair. Donc, autant faire un max de users partout, un petit peu dans le monde, sur ce type de boîte. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Donc, un concept qui marche aux US, qu'on peut dupliquer en France rapidement, dans la niche de l'éducation. Et ça a fait qu'on a fait très vite beaucoup de users grâce à un marketing qui était viral.
Ok, hyper intéressant justement où là ton expertise finalement sur la création de contenu a permis de générer beaucoup de users. Tu disais tout à l'heure plus de 50 000 personnes qui sont venues, beaucoup de salaires référencés, beaucoup de Mm. data et ça c'est vrai que c'était hyper intéressant, ça a beaucoup de valeur. Et comment s'est passée cette transition pour toi où en fait tu étais encore étudiant à ce moment-là, tu étais parallèlement à ça créateur de contenu, entrepreneur, comment tu arrivais à jongler sur ces différentes Mm. casquettes? Bah, déjà, je pense que quand tu es entrepreneur, la création de contenu, aujourd'hui, c'est inévitable. Donc, toi, on parle beaucoup de création de contenu, mais pour moi, c'est vraiment très, très lié à l'entrepreneuriat, au type de boîte que tu vas faire. Et tu vois, si on prend vous comme exemple, tout le monde est extrêmement lié à la création de contenu pour faire exploser ta boîte. Donc, pour moi, les deux sont d'abord liés. Et faut être un boss de ça. Et deuxièmement, c'est plus la logique business qui, moi, je pense, m'a manqué au début parce que forcément, on t'apprend pas comment est-ce que il faut, enfin, faut booster ta boîte entre guillemets. Mais en vrai, si tu masters la création de contenu, être bon en sales, aujourd'hui, tu arrives à mixer un petit peu l'aspect communautaire. Même si tu fais des erreurs un peu plus côté business, tu vois, que ce soit monétisation, ok, quel est mon persona, parce que c'est con, mais si ça, c'est pas clair, nous, c'était même pas clair qui est-ce qu'on cible euh, en termes de monétisation. Donc, on a testé les entreprises, les étudiants. C'est très galère en vrai dans cette niche et c'est quand même assez fermé. Euh, bah, tu peux pas trop avancer. Mais en vrai, si tu masters vraiment création de contenu, communauté et sales, tu peux déjà aller très loin. Un triptyque gagnant. Et justement, si demain tu dois relancer une boîte, qu'est-ce que tu ferais différemment? Euh, déjà, je créerai pas de boîte avant d'avoir, enfin, je créerai pas de statut avant d'avoir monétisé à un certain point. J'aurais parlé à au moins 100 potentiels clients, tu vois, parce que nous, on a juste balancé le produit en ligne, mais en fait, on n'avait aucun retour. Ok, est-ce qu'on va être capable de le monétiser? Donc, tant que t'as pas parlé à 100 clients potentiels qui t'ont dit ce qu'ils veulent exactement, ça sert à rien d'aller plus loin. Et tant que tu n'as pas validé, en fait, ok, j'ai reçu X paiement de ces 100 personnes ou plus si tu as été tiré sur ton produit, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc, j'irai directement monétiser mon produit. Ok, ça c'est très pertinent. En fin d'études, tu fais un stage chez Braquage en tant que VC analyste. Quelles étaient tes missions en VC? Quel était le rythme? Comment ça s'est passé? Ouais. Mais en fait, l'idée de ce stage, c'était un peu d'avoir fermé la boucle de tout ce que j'aurais pu faire en école. Tu vois, donc être sales en startup, conseil, avoir monté ma boîte. Et en fait, si tu prends le dernier univers de cet écosystème, c'est plus le côté investisseur et comment se passent des levées de fonds. Donc moi, sur ça, j'ai voulu un peu fermer la boucle pour pas avoir de regrets, tu vois, comme le conseil, pour pas avoir de regrets sur le monde corpo, c'est quoi. Et le stage chez Braquage, c'était typiquement mon rôle, c'était parler à 10 entrepreneurs par jour, 5 à 10, et savoir si est-ce qu'ils ont besoin de lever des fonds. Donc moi, déjà, j'ai eu l'impression d'avoir loupé quelque chose d'un point de vue business sur Slingshot. Ok, bah est-ce que en parlant à tous ces mecs-là dans mon taf au quotidien, je vais être capable de capter bah, c'est quoi qui fait le succès d'une boîte. Alors, il s'avère que nous, c'était early stage, donc en gros, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas encore monétisé leurs produits, qui sont au tout début, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de lever des fonds. Et moi, mon job, c'était de convaincre ces entrepreneurs-là qu'ils avaient besoin de lever des fonds bah, pour financer leur boîte, en fait. Donc voilà, je parlais vraiment juste à des entrepreneurs et je leur disais, bah ouais, là, il faut que tu aies des fonds ou non. Ok, intéressant. Et donc finalement, est-ce que tu as levé des fonds ou pas? Bah, j'ai closé, enfin, moi, j'opérais pas, j'étais pas opérationnel sur la levée de fonds. Tu vas avoir tel investisseur, tu lui dis ça sur le pitch deck. Moi, j'étais vraiment sales dans la boîte. Donc, l'idée, c'était, ok, bah, tu prends notre accompagnement et nous, derrière, on t'aide à lever. Mais ouais, moi, j'ai closé du coup sur. J'ai fait, euh, j'ai fait un peu moins de 5 mois de stage de fin d'études. J'ai closé 10 boîtes. Donc, ce qui est Ah, c'est plutôt cool. très, très, très correct. Ok, non, hyper, hyper cool.
à partir de l'été 2025, pour remonter la chronologie, tu t'orientes à ce moment-là vers le secteur de l'IA. Donc, Raph de Finance Guy, c'est fini. Maintenant, c'est rebrandé, Raph Guilhem. Et à côté de ça, tu as créé Raph AI. Donc, du coup, maintenant, tu as 2 comptes. Ton compte perso, on va dire, Raph Guilhem, et ton compte donc, dédié à l'IA, Raph AI. Et justement, ici, tu commences d'abord par une première expérience chez Lovable. Mais avant ça, je voulais dire, quel a été ce déclic en 2025, été 2025, pour te dire maintenant j'en ai fini avec la finance et je vais me mettre dans la tech et dans l'IA? Ouais, c'est à la fin de mes études. Pendant l'été de 2025, j'étais en plein stage de fin d'études chez Braquage justement. Et il est arrivé le moment, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc là, on est arrivé au moment de Slingshot. C'était ok, est-ce que tu as vraiment envie de continuer dans le secteur de l'éducation? C'est galère à monétiser. Donc la réponse a été non, c'est trop. Enfin, c'est pas assez ambitieux sur la boîte qu'on a créée, c'est trop dur, on va perdre beaucoup trop de temps. Il y a eu le moment où en fait je passais 2 entretiens pour mon CDI actuel, qui était ça le parfait entre deux, parce que c'est entre le marketing, réseaux sociaux et l'IA. J'ai vu, ok, c'est quoi le conseil, c'est quoi le VC, c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi la startup. J'ai le choix de faire ce que je veux. Là, c'est le parfait entre deux. Donc, allez, let's go. Je me lance plus IA, tech. Ok, donc intéressant. Et donc là, première expérience chez Lovable, qui est mentionné justement sur LinkedIn. Bon, anecdotique, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement c'est ici? pas expérience dans le sens où je n'étais pas employé. C'était un peu job de freelance. Enfin, vu que c'est une boîte étrangère, il n'y a pas vraiment le statut freelance pour ici. Mais c'est en gros, toutes les boîtes de tech, elles ont toutes le même souci qui est, encore une fois, la distribution. Comment est-ce que comment je distribue partout dans le monde? Parce que lorsque tu es un SaaS, donc un logiciel, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous, la boîte, on n'aurait jamais dû la lancer que en France. Si tu lances un logiciel, il faut directement essayer de le brander à l'international pour avoir un max de users et en fait être un peu plus ambitieux lorsque tu as un logiciel. Donc, Lovable, eux, ils ont eu exactement ce souci. C'est ok, on vient de lever 200 millions d'euros, on est valorisé 2 milliards, on est valorisé 2 milliards la boîte, mais on n'a que, je crois que c'était 0,9% de leur total des users en France. Donc moi, vu que j'étais un petit peu visible sur les réseaux à ce moment-là, ils m'ont contacté en me disant on te paye pour faire un maximum de vues. C'était vraiment ça la consigne. C'était tu fais ce que tu veux, mais la consigne, c'est qu'on devienne mainstream en France. J'ai besoin de créer un site internet avec l'IA. Donc en gros, je prompte ChatGPT. C'est comme, en gros, Lovable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ChatGPT, mais ça te crée un site internet en direct. Donc, et ça, il fallait que ça devienne mainstream ici. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt mainstream. Et donc moi, pendant tout l'été, j'ai fait du content pour eux avec l'objectif de faire un maximum de vues. Ok, intéressant. Donc là, ça t'a mis bien derrière pour les candidatures en CDI, justement. J'avais déjà le CDI, malheureusement. Ah, t'avais déjà. Enfin, j'avais déjà passé les entretiens, c'était déjà validé. Et je savais que je commençais en octobre. Ok, bon, ça c'est cool. Et justement, tu rejoins Playtor. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette entreprise Playtor? C'est quoi? Ouais, c'est une boîte d'IA qui a levé 2 millions en juin, donc juste avant l'été. Et moi, j'ai rejoint tout de suite après en tant que premier employé. Donc l'idée, c'est des agents IA pour les équipes marketing, grosso modo, ou un N8N pour les équipes marketing, pour ceux qui sont plus familiers. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est je prends tous les modèles d'intelligence artificielle du marché qui existent sur l'image et la vidéo, donc pour faire du marketing, et on t'aide à les combiner ensemble selon des use cases très spécifiques. Ça peut être pour des ads majoritairement, et on t'aide à combiner pour faire les meilleurs visuels possibles aujourd'hui avec de l'IA. Magnifique. On va mettre une vidéo qui s'affiche justement à l'écran de Raph, justement, qui fait de la création de contenu sur ces thématiques IA pour Playtor. Breaking news, BF. The new VO 3.1 model is officially live and it's absolute game changer. This might get me canceled, but guys, it is way better than Sora now. Et donc concrètement, quelles sont les missions que tu as chez Playtor, Raph? Alors c'est les mots anglais, tech, startup. No offense en commentaire, je sens que ça va tacler, mais c'est founding growth ou founding GTM, go-to-market. Voilà, donc c'est les noms un petit peu clichés startup. Et le job, c'est faire grossir le plus vite possible la boîte, grosso modo.
Donc, encore une fois, les deux piliers à master absolument, c'est viralité, enfin distribution. Comment est-ce que mon produit il devient connu partout dans le monde? Comment est-ce que mon produit il est adopté par tes utilisateurs? Donc, toi, ça passe par un onboarding et que derrière, ce soit facile d'utilisation parce que il y a quand même une petite barrière à l'entrée parce que c'est des agents. Donc, si tu n'es pas du tout familier, surtout ce qui est le cas avec les équipes marketing, c'est quand même assez complexe. Après, c'est comment est-ce que tu es bon en sales. Donc, avec tous les leads que tu es capable d'avoir, c'est comment est-ce que tu les convertis. Et après, une fois que tu as des clients, tu as malheureusement, souvent, surtout sur les logiciels, du support à faire. Donc, c'est un peu du service client. Voilà, c'est un peu acquisition, sales, produit et support. Ok, intéressant. Et par exemple, un use case d'un client que vous avez eu, si tu peux l'évoquer sans citer le client spécifiquement. En fait, il y a deux typologies de clients. C'est les agences qui, eux, ont des dizaines de boîtes corpo et ils ont besoin de publier des dizaines de contenus vidéo ou photos. Et deuxième cas, nos clients, c'est les boîtes corpo donc, qui ont des équipes marketing dédiées. Use case très simple, c'est... on a beaucoup de clients à l'étranger, mais si je prends une boîte française un peu connue, c'est Petit Bateau. Petit Bateau qui sont connus un petit peu partout dans le monde au final. Ils ont besoin de faire des ads à l'infini dans des formats 16:9, 9:16, 1:1, changer la langue à chaque fois. Donc, pour faire des campagnes targetées au Japon, en Asie, en Amérique, en Afrique, un peu partout. Donc, comment est-ce que tu changes ça en un clic? Nous, on a des fonctionnalités que, ok, tu uploads juste ton ads de base, on te change les formats, la langue. Derrière, on te génère 10 modèles qui correspondent à ton univers de marque. Et sur ces 10 modèles de marque-là, on leur fait tester. Tu uploads en une fois ton catalogue entier d'habits. Donc, tu vois, chaussettes, pantalons, hauts. Et en fait, ça se met automatiquement sur tes 10 modèles, comme dans un studio, hyper cool. Et en fait, avec les modèles d'IA qui existent aujourd'hui, tu vois, le plus connu en photo, c'est Nano Banana Pro 4K. En fait, tes modèles, même si c'est de l'IA, en fait, tu ne te rends même plus compte. Et aujourd'hui, toutes les boîtes de fashion, de cosmétiques, je sais pas, de skincare, tout ce que tu veux, tout le monde fait ça. Et en fait, avec l'IA, tu peux vraiment faire x10 sur tes mannequins, sur tes habits. Et après, en fait, tu peux les faire passer directement en un clic en vidéo. Donc, tu peux le faire changer de position. Il sourit, il se met comme ça, il shoot. Et en fait, ça, c'est des use cases infinis. On va passer tout de suite au vrai ou faux avec Raph, justement, sur la thématique de l'IA. Je suis pas non plus un expert. Genre, moi, je suis sales, donc je suis pas technique, mais vas-y. T'inquiète, ça va bien se passer. L'IA va supprimer plus d'emplois qu'elle n'en crée. Attends. Vrai? Est-ce qu'il faut être ingénieur pour travailler dans l'IA? Faux. Est-ce que l'IA remplacera 100% des analystes financiers à terme? En partie vrai. Est-ce que l'IA permet déjà de faire le travail d'un junior en cabinet? Vrai aussi. Est-ce qu'en 2026, ne pas maîtriser l'IA sera un vrai handicap sur le CV? Oui, vrai. Est-ce que l'IA réduit la créativité? Faux. Est-ce que l'IA est en train d'annuler l'importance de la prépa et des concours? Un peu vrai quand même. Est-ce que la plupart des gens ne savent pas vraiment parler de l'IA? Ouais. Ok, intéressant. Et de manière générale, est-ce que pareil, tu le vois dans des use cases plus globales que des personnes ont du mal à prompter Vrai. Vrai. Ah, on C'est n'était fini plus dans le... Ouais, c'était fini. Non, Ok. c'était Ok. un peu... Ça, c'est un big vrai même. Surtout aujourd'hui, vu que moi, mon job, c'est vraiment littéralement prompter des images et des vidéos. J'ai des dizaines de créatifs assistants, ce qu'on appelle, qui m'aident justement à mieux prompter basé sur ma requête. Parce que il suffit juste d'un petit mot. C'est ridicule le résultat que tu peux avoir versus un bon prompt. On s'en rend pas... Enfin, moi, je ne m'en rendais pas du tout compte avant... lorsque j'utilisais classique comme tout le monde juste ChatGPT, mais en fait tu te rends compte que ça change vraiment tout. OpenAI, ils ont des cours de prompting littéralement sur leur site
et tu te rends vraiment compte de la différence en l'utilisant et même en utilisant d'autres modèles. Parce que maintenant, j'utilise Gemini, Claude, beaucoup. Tu te rends compte qu'en fonction des use cases que tu as, les réponses que tu obtiens sont totalement différentes et c'est vraiment 90% du taf. C'est intéressant, je me suis jamais posé la question, tu vois, de poser la même question strictement à 4-5 Ouais. IA différentes, genre justement Ouais. Claude, Gemini, Perplexity, tout ça. Enfin, et en fait, Ouais. oui, tu peux, je pense, obtenir des résultats qui sont complètement opposés, quoi. Ouais, bah, tu vois, sur des cas d'image, typiquement, moi, ce que je fais, je crée un prompt, je crée le même prompt avec différents modèles de texte et je les connecte tous à une image avec le même modèle. Ouais, tu te rends compte que les résultats sont complètement différents. Et tu vois, il y a un mec qui s'appelle Raphaël Dabadi sur Twitter qui a fait OK, sur la politique. En fait, si je demande la même question à LM, qui est-ce qui va voter plus à gauche ou à droite? Et en fait, tu te rends compte que tous les modèles, ils mettent des différences qui sont flagrantes. Ok, donc tout le monde finalement a un engagement politique, même les LLM. Ah bah, clairement. Non, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, tu fais de la création de contenu justement, donc pour Pléthore, la boîte dans laquelle tu es, et plus largement sur donc les enjeux IA, et tu fais tout ça en anglais. Donc, pourquoi cette orientation plutôt anglaise alors que tu opères sur un marché français? Ouais. En fait, le game sur le game, le jeu un petit peu sur les logiciels, c'est que si tu restes que en France, t'as aucune chance de devenir énorme, tu vois, c'est très rare. Tu vois, il y a Finari qui le fait très bien, mais en fait, eux, ils sont vraiment sur un objectif, j'ai envie de dire, licorne, et ils sont sur un problème si profond qui est l'éducation financière, que c'est très bien de rester en France. Vous, avec Palais Grande École, vous êtes sur l'éducation, qui est un secteur assez fermé, et en fait, vous êtes obligé d'être que en France. Mais après, vous n'êtes pas un logiciel, donc, mais lorsque tu es un logiciel, si tu veux vraiment devenir énorme et te valoriser plusieurs millions, milliards, si tu restes que en France, tu n'as aucune chance. Parce que le marché est juste trop petit. Donc si tu commences déjà à opérer, ne serait-ce en Europe, essayer de targeter directement des gens aux US, ton logiciel, il peut faire x100 sur le nombre d'utilisateurs. Tu as vraiment une infinité de clients potentiels. Et pour moi, tous ceux qui créent des SaaS, donc moi je parle vraiment que sur le SaaS. Il faut vraiment faire que la création de contenu en anglais et viser des clients à l'international. On s'en fiche d'être day one en France. Raph, et selon toi, quelles sont les compétences qui sont vraiment indispensables pour justement percer, avoir une carrière intéressante, peu importe le secteur, justement que ce soit en market, en finance, en supply, etc. Quelles sont les compétences qu'il faut maîtriser d'ici 3 à 5 ans? Ouais, je suis assez junior, donc du peu que j'ai vu, et là je le trouve vraiment flagrant dans mon job au quotidien, c'est en fait, tu prends quelqu'un qui fait juste, je sais pas, typiquement un master en marketing classique, et quelqu'un qui fait un master en marketing, mais qui master l'IA, donc tu sais, connecter des agents, faire des agents et démultiplier son taf, ça a 2 niveaux. Et là, tu vois, je suis en call avec un gars qui est en école de communication, pareil, et juste, il apprend à être un boss des workflows IA. Le mec, il a un avantage de fou furieux, et même, tu vois, quand j'étais chez KPMG et que c'était hyper corpo, il n'y avait pas vraiment de use case de fou. Il y avait un mec qui comprenait un petit peu l'IA, qui savait l'expliquer, qui savait le vendre. Et je crois qu'il est passé directeur depuis, qui a été créé dans la branche IA. Et dès que tu as un sujet un petit peu sur ça, c'est le seul à qui on allait voir à ce moment-là. Donc pour moi, peu importe le secteur, si tu comprends c'est quoi un petit peu les enjeux, si tu comprends comment l'utiliser et que tu as des use cases très précis dans ta niche, bah là, tu deviens celui qui va gérer chacun des projets parce que, on l'a dit dans le vrai ou faux, mais je pense que beaucoup de jobs vont être supprimés et ceux qui vont être supprimés, ce sont ceux qui ne le masterent pas. Et tu prends des grosses boîtes de tech comme Meta, Google, tu vois que ils payent des jobs de ce qu'on appelle creative strategist, plus de 300K l'année en France. Peu importe le pays, mais c'est genre 300K. Sur ces jobs-là,
ce sont ceux qui masterent leur sujet. Donc, toi, ça peut être, ok, j'ai un master en marketing, je comprends tout, en finance, supply chain, communication, mais je sais utiliser des agents, des workflows. Bah, en fait, c'est lui qui devient automatiquement à la tête de tous les projets. Et lui ne se fait pas, entre guillemets, remplacer. C'est intéressant. Et pour finir, une dernière question, Raph. Quel conseil tu donnerais aux étudiants justement qui veulent se lancer dans le secteur de l'IA, ou pas nécessairement, mais comment réussir finalement à monter en compétence et justement à master l'IA? Ouais, bah, c'est dur. C'est assez dur parce que, tu vois, moi, je suis pas du tout technique. Si demain, je monte une boîte, un logiciel ou quoi que ce soit, je sais que j'aurai besoin d'un CTO, donc un mec qui code, chose que moi, je suis incapable de faire, même si tu as des outils. Donc ça, je pense, c'est la première chose, c'est se former à des outils, ce qui est appelé un peu no code, mais IA aujourd'hui en 2025. Tu vois, si on fait la stack d'outils, ça commence par du texte, donc connaître ChatGPT, Claude, Perplexity, tu vois, même Mistral, mais savoir prompter, savoir quels sont les modèles, parce que chacun de ces LLM, ils ont des modèles différents. Donc, tu vois, être capable de connaître le texte. La deuxième étape, c'est passer sur de la production. Donc, sur la production, aujourd'hui, les meilleurs outils, c'est Lovable et Cursor. Troisième étape, c'est une fois que tu as ça qui est produit, c'est aller sur de l'automatisation. Donc, N8N, Zapier, Make, être un boss de ça. Et dernière étape, c'est comment est-ce que je suis un boss de la distribution pour faire connaître mon produit. Et là, sur les profils non techniques de type école de commerce, je pense que c'est là le gros enjeu, c'est comment est-ce que je suis très bon en sales et en distribution. Et en distribution, le meilleur outil pour faire tes campagnes marketing, c'est Playtor.ai. Magnifique. On finit en beauté. Merci beaucoup, Raph, pour cet échange très riche, beaucoup d'enseignements tirés de tes expériences. N'hésitez pas à directement contacter Raph. On met ses coordonnées directement en description de la vidéo. À liker si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à vous abonner pour retrouver d'autres épisodes sur Plein de Grandes Écoles. Merci beaucoup, Raph. Merci Florian, et abonnez-vous à Plein de Grandes Écoles. Merci beaucoup.